Bienvenue à l'émission Urgence Santé. Devenue la 4e ou 5e cause de mortalité dans le monde, l'OMS estime que vers l'an 2000, 4 millions de personnes atteintes de diabète mourraient par an, ce qui correspond à un taux de létalité de 9% environ. Mais notons déjà qu'en 1998, 143 millions de personnes à travers le monde étaient diabétiques. Et si l'on en croit les prévisions, on comptera 300 millions de malades en 2025. Considérée comme maladie chronique et invalidante, elle pousse les services de santé et organismes de sécurité sociale à dépenser de plus en plus pour lutter contre le diabète dont les causes restent aujourd'hui incomprises. C'est pour toucher du doigt la plaie que le docteur Charley Elenga Bongo se prête au micro de Canal 7 pour parler du diabète. Docteur Charley Elenga Bongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes endocrinologue, chef de service à l'hôpital général Adolphe Cissé et au service des maladies métaboliques et endocriniennes. Ce soir, nous parlons du diabète. Qu'est-ce que le diabète? Alors, merci madame la journaliste. Je suis très content, encore une fois, parce que ce n'est pas déjà la première fois qu'on passe comme ça dans les médias pour parler sur le diabète qui est aujourd'hui un grand problème de santé publique. Alors, comme vous avez su le dire, je suis endocrinologue, je dirige le nouveau service de diabétologie qui existe depuis 3 ans bientôt à Pointe-Noire et on gère en majorité le diabète. Alors le diabète, comme c'est connu par tous, c'est une maladie qui jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, 21e siècle, reste encore le tabou, reste encore comme une maladie de la honte. Mais dire que de son histoire, c'est une maladie qui date de 1500 ans avant notre ère. Donc c'est une maladie assez vieille qui existe et aujourd'hui, au 21e siècle, on continue à la mystifier. Je ne donnerai pas l'honneur de démystifier, mais je donnerai juste les explications les plus simples pour que nos amis téléspectateurs aient aussi des bonnes connaissances sur cette maladie. Donc le diabète, s'il faut dire en termes simples, c'est une maladie qui est due à une augmentation du taux de sucre dans notre sang. Augmentation qui est due au fait qu'il y a un organe qu'on appelle le pancréas qui lui est responsable de la normalisation du sucre dans le sang et qui, à cause de certaines raisons, ne fonctionne plus. Donc maladie du pancréas. Parce que c'est lui qui est responsable de la normalisation du sucre à tout moment. Et quand ce sucre-là dépasse la norme, on dit c'est le diabète. Donc le Congolais lambda sait que c'est une maladie du sucre. Mais on se dit quelque part, c'est parce qu'on prend trop de sucre. Je vais peut-être vous démontrer au fur et à mesure que c'est peut-être pas ça. Et on verra que le diabète, c'est tout simplement quand le sucre dépasse 1,26 grammes par litre. Donc quand je parle du sucre, je voudrais dire que Dieu qui est l'architecte de notre corps, il a fait ce sucre-là avec sa limite. Le sucre d'un homme ne doit pas dépasser 1,10. Ça va de 0,70, ça s'arrête à 1,10. Ça, c'est ce qui est normal. Donc, quand nous nous baladons, on a ce sucre-là en permanence dans cette limite. Si vous dépassez 1,26 à 2 reprises à jeun, on vous dit que vous avez le diabète. On parle d'intolérance donc de sucre. On parle du diabète déjà. On parle du diabète qui est donc la glycémie élevée. Si par exemple vous avez mangé, vous faites une glycémie qui est supérieure à 2 grammes, là d'emblée on vous dit que vous êtes diabétique. Donc c'est réellement une maladie du sucre qui a ces symptômes qu'on va déballer dans notre exposé. Et peut-on parler de l'hérédité et de l'aspect contagion pour ce qui est du diabète? Alors, diabète héréditaire, oui. Il y a un type de diabète qui a des connexions avec l'hérédité. Donc, ce diabète, c'est celui-là qui survient souvent avec un âge un peu avancé, à la quarantaine et plus. Donc, on le dit, c'est une maladie quelque part héréditaire. Mais il existe un autre diabète qui n'est pas héréditaire. Pas héréditaire. Là, quand on reçoit en consultation ces enfants diabétiques, surtout les enfants, quand on pose la question à papa et à maman, ils vous diront, nous ne le sommes pas, les grands-pères non plus. Donc il y a un diabète qui est héréditaire, mais il y a un autre qui n'est pas héréditaire. Mais le plus répandu, c'est le diabète héréditaire. Donc le diabète qui est dit type 2 dans sa classification. Donc c'est lui qui commence souvent avec un âge un peu avancé, à 40 ans et plus.
Donc quand on a un parent qui est diabétique, on pourra le devenir avec l'âge et avec les autres facteurs qui sont les facteurs environnementaux. Et quant à l'aspect contagion, est-ce qu'on peut parler Alors, de la contagion? voilà une bonne information, le diabète n'est pas contagieux. Donc ce n'est pas une maladie qu'on peut attraper de son voisin. Ce n'est pas une maladie qu'une femme peut attraper de son mari et vice-versa. J'ai eu en consultation, aujourd'hui je peux dire, le diabète dans son aspect social est même source de divorce. J'ai une patiente qui est venue, m'a dit... Source de divorce comment? Docteur, moi et mon mari, on ne s'accouplait plus parce qu'on m'avait diagnostiqué le diabète. Et le mari a refusé sa femme. Et pourtant, le diabète n'est pas une maladie contagieuse. J'ai eu des cas aussi quand je travaillais encore à Brazzaville d'une demoiselle qui, ses enfants dans la cour ne s'amusaient plus avec les enfants des voisins. Parce que les voisins disaient, leur maman est diabétique, vous allez attraper le diabète. Je vous dis, c'est des trucs réels. Je crois qu'il faudrait qu'avec le temps, je fasse un livre sur les mythes et réalités sur le diabète que nous vivons ici dans notre pays. Donc, diabète, ce n'est pas une maladie contagieuse. Il y a deux types de diabète. Vous avez parlé du type 1, qu'on appelle généralement le diabète insulinodépendant, et le type 2, qu'on appelle le diabète non insulinodépendant. Et comment peut-on faire la différence entre les deux diabètes? Voilà. Donc, en termes de classification, comme vous avez su le dire, les deux diabètes les plus répandus au monde, ce sont les deux-là. Le diabète de type 1 qui touche plus les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Donc d'un âge qui est inférieur à 30 ans. On peut penser à un diabète de type 1. C'est souvent ce diabète-là qui arrive dans un contexte où il n'y a personne de diabétique dans la famille. Donc c'est celui-là qui n'est pas héréditaire. Papa et maman ne le sentent pas, mais l'enfant l'est devenu. Mais il ne représente que 10% des diabètes. Donc il est assez rare quand même. Il est assez rare, d'où on se dirait, le diabète chez un enfant, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai, ça existe. Et c'est le diabète type 1, dit insulinodépendant, et qui n'est pas héréditaire. On le soigne qu'avec de l'insuline, dès le diagnostic, jusqu'à la mort du patient, même s'il va vivre jusqu'à 80 ans, comme l'Américain qui vit aujourd'hui avec 75 ans de ce diabète de type 1. Puisque vous parlez de l'insuline, docteur, c'est quoi l'insuline? On sait que c'est une hormone sécrétée par le pancréas, mais quel est son rôle dans l'organisme? Alors, donc je parlais du pancréas, je parlais du diabète comme maladie du pancréas, c'était parce que le pancréas nous donne, au moment où nous parlons, nous donne de l'insuline toujours. Cette insuline, c'est une hormone qui sert à normaliser le taux de sucre en permanence dans notre sang. Imaginez, vous prenez un verre de jus, ou bien 10 bouteilles de jus, si on vous contrôle votre glycémie après, elle ne doit pas aller au-delà de 2 grammes. Elle ne doit jamais aller au-delà de 2 grammes. Et quand on vous la fait, on regarde, elle sera toujours normale. Elle ne monte pas parce que votre pancréas, en réponse à votre sucre que vous prenez, se met à produire de l'insuline. Et donc c'est ça, cette insuline qui normalise toujours notre glycémie quand nous mangeons ou pas. Et quand le pancréas ne sécrète plus de l'insuline, s'il ne sécrète plus totalement comme chez les enfants, on dit diabète insulinodépendant. Et on doit leur piquer de l'insuline à vie. Chez les adultes, donc le diabète de type 2, il y a aussi diminution de l'insuline, de la sécrétion. Mais ce n'est pas une diminution totale. Et cette diminution, il y a aussi d'autres facteurs, c'est que l'insuline aussi qui est produite n'agit pas bien au niveau de notre corps. Et c'est comme ça que la diminution et le défaut d'action vont faire que les glycémies deviennent aussi élevées et on devient diabétique. Donc, les deux types sont à distinguer par l'insuline dans le corps comme ça. Le type 1 ne produit plus, le type 2 en produit quand même, mais pas en quantité suffisante. D'où les deux font l'hyperglycémie, qui est donc le diabète. L'hyperglycémie, c'est ça qui est le diabète. Et après avoir parlé des deux types de diabète, qu'en est-il du diabète insipide et du diabète gestationnel? Alors, le diabète insipide, c'est un diabète, donc par sa manifestation clinique, tout ce qui se passe dans le corps, ce que les diabétiques sentent, c'est comme le diabète sucré. Parce que, au contraire du diabète insipide, c'est le diabète sucré, celui dont nous parlons ici. Donc, ils ont les mêmes signes. Ils boivent beaucoup d'eau, ils pissent beaucoup, mais leur glycémie est normale. Donc, c'est un diabète, on peut dire entre guillemets, non sucré, parce que la glycémie est normale. Mais il s'est passé quelque chose dans l'hypophyse qui fait que la personne boit beaucoup et pisse beaucoup. Donc, les signes similaires aux signes du diabète. Mais ce n'est pas le diabète sucré, c'est un diabète insipide. Maintenant, le diabète gestationnel, c'est aussi un diabète sucré. C'est donc un des diabètes aussi,
puisque je vous ai dit qu'il y a le diabète de type 1 et le type 2, mais il faut parler qu'il y a aussi le diabète gestationnel et il y a encore d'autres types de diabète qui sont liés à certaines maladies. Le diabète gestationnel, c'est surtout les modifications des glycémies chez une femme enceinte. Donc pendant la grossesse, on trouve des glycémies anormales. Et aujourd'hui, pour que nos amis sages-femmes, gynécologues doivent maintenant savoir que cette glycémie d'une femme enceinte aujourd'hui a été revue. Elle est devenue plus stricte. Une femme enceinte ne doit pas en principe avoir une glycémie au-delà de 1 gramme. Quand elle est déjà au-delà de 1 gramme, c'est une glycémie pathologique. Et là, si c'est pendant la grossesse, on peut dire que c'est sûr que c'est un diabète gestationnel. Docteur, il n'existe pas un seul facteur causal de la maladie, mais au moins plusieurs facteurs de risque. Pouvez-vous les énumérer? Alors, en termes de facteurs de risque, donc là, on va essayer d'englober, on était généraliste type 1, type 2, c'est surtout dans le diabète de type 2. Et c'est lui le diabète le plus répandu, hein. 90% des diabètes. 90%. Donc si le type 1, j'avais dit c'était 10%, le type 2 c'est 90%. Donc si on croise nos diabétiques là-bas à l'hôpital, 9 sont type 2, un seul est type 1. Et c'est celui-là qui est le plus répandu, donc celui sur lequel nous devons marteler aujourd'hui, parce qu'il existe des facteurs de risque. Et ces facteurs, c'est 1, celui qui a un parent diabétique sera sûrement diabétique. Et c'est le diabète de type 2. C'est celui qui est héréditaire. Voilà un facteur, l'hérédité. Celui qui a un âge un peu avancé, supérieur à 40 ans et plus. Et on dit que chacun de nous a l'âge de ses artères. Donc l'âge est un facteur de risque de diabète de type 2. Plus on prend de l'âge, plus on peut devenir diabétique de type 2. Celui qui, ou cette dame qui a fait un enfant de plus de 4 kilos, hein, les femmes qui font des gros bébés, elles sont contentes et tout. Quand on a fait un enfant de plus de 4 kilos, ou bien on a fait un diabète gestationnel, cette femme, dans les 5 à 10 ans à venir, peut faire diabète de type 2. Celui qui est hypertendu, on connaît qu'il y a le couple diabète-tension, c'est souvent un couple qui va ensemble. L'hypertendu peut devenir diabétique de type 2. Et ceux qui ont des maladies qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, hein, les maladies de cholestérol, tout ça là, ils peuvent faire le diabète de type 2. Donc voilà ce qu'on appelle par des facteurs de risque du diabète de type 2, que chacun de nous, s'il pouvait les connaître, pouvait réellement faire le dépistage. Moi, j'ai un parent diabétique, et bien de temps en temps, je me ferai des glycémies pour savoir si je suis diabétique ou pas. J'ai eu un gros bébé, ça fait 2 ans, et bien chaque année, je m'amuserai à faire mes glycémies pour savoir si je peux devenir diabétique ou pas. Et l'autre grand facteur, qui est donc le facteur le plus prépondérant aujourd'hui dans notre société, très ignoré, c'est la surcharge pondérale. Le poids en trop, le surpoids ou l'obésité. Donc, quand on a le poids en trop, on peut faire un diabète de type 2. Différemment de l'autre type de diabète, où on l'appelait à l'époque diabète maigre. Parce que les diabétiques de type 1 sont souvent maigres. Est-ce qu'on peut insérer dans les facteurs de risque des facteurs comme la mauvaise alimentation, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool ou de tabac? Donc, si on prend la sédentarité, on prend aujourd'hui cette transition épidémiologique. Hein. On ne mange plus ce que nous mangeaient nos grands-parents. Tout ça, ça contribue à la surcharge pondérale. Tout ce que fait notre jeunesse aujourd'hui, c'est s'asseoir, prendre de la boisson alcoolique. L'alcool favorise la prise de poids. Donc voilà ces facteurs. Sédentarité, donc manque de sport. Avec les embouteillages que nous voyons, les gens prennent beaucoup maintenant de voitures, beaucoup de taxis. Tout contribue à la prise de poids. Et après, c'est le diabète. Donc c'est un facteur englobant qui favorise donc la prise de poids et après le diabète. Et pour ce qui est des signes, nous avons constaté qu'il y a un signe qui est le plus reconnu, c'est l'envie fréquente d'uriner. Est-ce qu'il existe d'autres signes? Ces symptômes où on dit c'est des symptômes cardinaux du diabète. Beaucoup pisser. C'est un signe vraiment du diabète. Mais c'est un signe du diabète réellement quand on a une glycémie vraiment un peu très élevé. Au-delà de 2 grammes, les gens pissent toujours beaucoup. Étant donné que ce diabète, j'ai dit qu'il faut 2 glycémies à jeun qui sont supérieures ou égales à 1,26. Le diabète peut être aussi asymptomatique. Surtout le diabète de type 2. Hein, le diabète de type 2 peut être asymptomatique. D'où la nécessité. Voilà. D'où la nécessité de faire le dépistage. Que chacun de nous s'amuse à faire sa glycémie. Il pourra un jour voir, ah mais docteur m'avait dit 1,26 g, moi j'ai fait 1,30 g. 2 jours après on refait, ah 1,30 encore. Il y a le diabète. Mais quand la glycémie est vraiment élevée, les vrais signes c'est beaucoup pisser,
beaucoup boire. Ça, c'est les vrais signes. En dehors de ça, c'est les signes classiques d'autres maladies. On peut être fatigué, une asthénie physique, on peut voir flou, on peut manger beaucoup. On est en train de beaucoup manger, on maigrit au contraire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous mangez beaucoup, vous buvez beaucoup, mais vous maigrissez. Très souvent, c'est parce que, surtout dans le diabète de type 2, en fait, ils ont souvent un contexte où leur corps produit beaucoup d'insuline. Et c'est déjà l'hyperproduction d'insuline, parce que ça n'agit pas bien en périphérie, qui fait que ces gens-là prennent du poids. Mais l'insuline, c'est une hormone. Quand on pique l'insuline à quelqu'un, si on vous pique l'insuline, on vous laisse 30 minutes sans manger, vous allez avoir envie de manger. Donc, ils mangent beaucoup parfois parce que par le fait que leur corps produit beaucoup d'insuline qui s'accumule et ils ont toujours envie de manger. Et ils maigrissent aussi. Oui. Ils maigrissent parce qu'ils se mettent à beaucoup pisser et tout ça. Et donc, c'est des signes classiques, mais il y a des signes qu'on peut dire, des signes parallèles qui peuvent faire penser le diabète. Le médecin qui voit une plaie qui ne cicatrise pas depuis longtemps chez quelqu'un, ça doit vous tiquer. On doit chercher le diabète. Les femmes qui ont des démangeaisons au niveau urogénital, ça peut être aussi un signe du diabète. Donc voilà, quelqu'un qui est parti même chez un ophtalmo, on a vu des ophtalmologues qui nous ont envoyé des diabétiques, qui sont partis, docteur, je vois flou. Ça peut être un signe du diabète. Donc, devant tous ces signes qui sont les signes que j'évoque là, un médecin qui reçoit un infirmier va dire, ah, mais depuis là, ça le PV, on ne sait pas, vous gardez, faites un peu la glycémie. Et j'en ai déjà reçu, envoyé par les gynécologues, juste parce qu'elle s'est grattée beaucoup, elle passait chez le gynéco, et on a trouvé le diabète. Pour ce qui est de beaucoup pisser, parlant du diagnostic, est-ce que le fait de pisser 2 fois, 3 fois doit déjà tiquer la personne pour lui dire qu'il faut déjà aller voir un médecin? Peut-être qu'il y a un diabète qui se cache. Alors, je ne sais pas combien de fois nous pissons nous d'ordinaire, moi-même je ne compte pas, mais le fait de beaucoup pisser qui doit faire marquer quelqu'un, c'est quand on pisse beaucoup la nuit. Donc c'est une polyurie qui a une prédominance nocturne. L'homme d'ordinaire se réveille une fois, mais il commence à se réveiller 2, 3, 4 fois. Chaque fois, il va aux toilettes, il revient se coucher, il repart. Quand on se réveille beaucoup de fois la nuit, ça doit marquer, ça peut être le diabète. Ça peut être le diabète. Donc ça, tout Congolais qui nous écoute aujourd'hui, quand il se réveille beaucoup pour pisser, qu'il vienne faire une glycémie à l'hôpital. Et ça ne coûte pas cher. Ça peut donc nous permettre de dépister le diabète au stade où il n'y a peut-être pas de complications, parce qu'après, il y a des gens qui arrivent dans les comas à l'hôpital. Donc, c'est sûr que c'est un stade un peu ultime. Donc, c'est surtout le caractère nocturne. On pisse beaucoup et on boit beaucoup, mais on se réveille surtout beaucoup la nuit pour pisser. Et combien de fois doit-on faire la glycémie dans l'année, dans le mois, pour essayer de suivre Vous savez, comme c'est un test qui ne coûte pas aussi très cher, je pense qu'il doit être banalisé. Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes venu parce que vous avez une fièvre, demandez au médecin de vous faire la glycémie. Vous emmenez votre enfant, l'enfant demandez de faire la glycémie, ça ne vous coûte absolument rien. Soyez content quand vous venez à votre consultation ordinaire, on vous dit, madame, je vous ai fait une glycémie, monsieur, je vous ai fait une glycémie, elle est à temps. C'est mieux, parce qu'il y a encore beaucoup de diabètes qui ne sont pas diagnostiqués. Il y en a encore beaucoup. Et donc, parce qu'on pense que quand on va pour une fièvre, on va vous donner un traitement de palu et vous êtes parti à la maison. On va vous dire, vous avez la fièvre typhoïde, allez-y à la maison. Non, docteur, mais faites-moi la glycémie. C'est le plus simple. Et on trouvera des gens qui ne se connaissaient pas et qu'on leur trouvera le diabète le moment qu'il est venu, même pour céphalée ordinaire. Donc, ça doit être un test banalisé à chaque consultation à l'hôpital pour qu'on ne soit pas en train de voir les diabétiques qui arrivent au stade de coma, d'autres comas que nous ne récupérons pas, les patients qui décèdent. C'est malheureux. Avant de parler des complications, je voudrais quand même vous poser une question. On entend généralement dire que les diabétiques ont des difficultés de cicatrisation des plaies, docteur. Alors, quand j'ai dit que si on trouve une plaie qui ne cicatrise pas chez quelqu'un, s'il ne se connaissait pas diabétique, il faut quand même faire la glycémie. Parce que réellement, quand on a des glycémies élevées, les plaies parfois ne cicatrisent pas. Mais cela ne veut pas dire que quand on est diabétique, quand on se blesse, la plaie ne cicatrise pas. Ce n'est pas vrai. Ça, il faut qu'on le dise pour que les gens sachent que il y a tellement des mythes qui sont véhiculés dans notre société qui font que aujourd'hui, on vit dans la crainte de tout. Le diabétique, quand il a une glycémie élevée, c'est quelque chose de pas bien. C'est ça qui fait que tout se complique. La glycémie élevée, entre guillemets, altère la réponse immunitaire. Donc ça fait comme une certaine immunodépression.
Du coup, cette glycémie élevée favorise aussi les infections faciles. Les microbes aiment le sucre pour se multiplier. Si quelqu'un a 3 grammes, il se blesse, un microbe méchant est tombé sur sa plaie, la plaie peut évoluer vite vers même une gangrène en un temps record. Parce qu'il y a la glycémie élevée supérieure à la norme de Dieu, qui est 1,10. Donc si la glycémie est élevée, la plaie peut ou ne pas cicatriser. D'où, si la glycémie est élevée, il faut la soigner. S'il y a une plaie, elle cicatrise. Elle cicatrise. Maintenant, le risque, c'est que les plaies des diabétiques s'infectent vite à cause de la glycémie. Donc, si un diabétique avait 0,90 de glycémie, qui est une glycémie normale, il est bien suivi. Si on l'opère, s'il se blesse, la plaie cicatrise. Pour ce qui est des complications, nous avons constaté que, vous l'avez dit d'ailleurs, que le diabète est une maladie chronique. Et ce qui nous porte à croire que les complications ou les conséquences peuvent aussi être chroniques. Peut-on les connaître pour des besoins de sensibilisation? Alors, ce qui fait du diabète une maladie aujourd'hui, dont tous, que ce soit des médias et nous les soignants, on doit se prendre à bras le corps, le diabète. Parce que les conséquences du diabète sont très, très fâcheuses. Toutes ces conséquences sont liées au fait que le sucre est supérieur à la norme. À la normale, oui. Tout simplement. Donc, il y a des complications chroniques qui attaquent spécifiquement certains organes. Les yeux, les reins et même les nerfs. Ces complications ont parfois des complications, des stades d'évolution ultimes. Si le diabète attaque les yeux, j'en ai déjà vu ici à Pointe-Noire, le diabète peut rendre quelqu'un aveugle. Le diabète, s'il attaque les reins, il peut donner l'insuffisance rénale, qui est une cause de mortalité. Oui. Le diabète, quand il attaque les nerfs, au niveau des pieds, on sent des fourmillements, des crampes et tout. On peut même perdre la sensibilité. Il peut arriver à une amputation. Des complications graves, invalidantes et mortelles. Ça, c'est quand ça attaque les artères de petit calibre. Quand le diabète attaque les artères de gros calibre, ça peut faire un AVC. Et l'AVC aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité dans notre pays, du Congolais adulte. Ça peut faire les arrêts de cœur, des cas de mort subite. Voilà un peu les conséquences chroniques du diabète liées à l'hyperglycémie chronique. Donc, si on ne soigne pas bien la glycémie pour la ramener à la norme de Dieu, avec tous les traitements qui existent, tout en sachant qu'on soigne sans guérir, mais l'espoir est qu'on soigne, on vous ramène vos glycémies chaque fois normales, on peut minimiser ces complications graves. Et quels sont finalement les traitements qui existent pour minimiser ces complications? Alors, les traitements, ils sont divers. Le diabète de type 1, je l'ai déjà dit, c'est l'insuline. Le diabète de type 1, si un médecin, un infirmier a dit à un parent qu'on a diagnostiqué le diabète chez votre enfant, il s'agit d'un diabète de type 1 parce que je pense que cet enfant qui a 15 ans fait un diabète de type 1, c'est l'insuline d'emblée et toute la vie. Donc aujourd'hui, tradipraticiens, tout ça, quand on ne raconte pas sur le diabète de type 1 d'un enfant, c'est très grave. J'en ai vu quelques qui ont déjà même fait arrêter les traitements des enfants, mais c'est l'insuline. Parce qu'on a dit déjà, c'est l'insuline qui manque, c'est l'insuline qu'il faut remplacer, et ce, toute la vie. Le pancréas a eu des dommages qui font qu'il ne produit plus son insuline comme Dieu l'avait fait. Et on doit remplacer l'insuline. Donc faire piquer l'enfant 2, 3 fois, 4 fois, tous les jours. Et l'enfant va grandir. Le plus ancien que je connais au Congo, qui a commencé son diabète de type 1 à l'enfance, c'est une demoiselle. Ça fait 30 ans qu'elle se pique. Elle a commencé à 5 ans, je l'ai vue ici à 35 ans, et elle a eu 2 enfants. Et elle continue à se piquer. Le plus ancien dans le monde, ça fait 75 ans qu'il se pique. Ça, c'est le diabète de type 1. De type 1. Insuline, pas autre chose. Donc après, on va accompagner d'un certain régime, savoir qu'il ne faut pas prendre trop de sucreries, il faut bannir les sucreries rapides de l'alimentation de l'enfant parce que c'est ça qui va toujours monter sa glycémie. Mais il mange normalement. Le pain, le foufou, le manioc, il mange comme un homme normal. Cet enfant doit grandir. Ça, c'est dans le diabète de type 1. Dans le type 2, on sait que le facteur, c'est l'obésité, par exemple. Donc, quand on va soigner, il faut aussi soigner tout pour qu'on fasse que la personne ne soit plus obèse. Donc, bien manger pour que la personne-là perde quand même du poids. Beaucoup d'activité physique pour que la personne-là perde du poids. Ça fait partie des éléments essentiels du traitement du diabète de type 2. Donc, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi les mesures hygiéno et diététiques. Bien manger et bien vivre. En dehors de ça, il y a des comprimés.
Dans le diabète de type 2, très souvent, on utilise des comprimés. Les médecins sauront comment donner certains comprimés au fur et à mesure. 1, 2 et 3, on verra. Mais, à l'époque, on disait diabète de type 2, diabète non insulinodépendant. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de ça. On ne veut plus parler de ça. On veut parler seulement du diabète de type 2. Parce qu'on peut aussi faire recours à l'insuline chez ces patients-là. Donc, il y a les règles hygiéno-diététiques, il y a les comprimés et il y a l'insuline. Donc, il y a une bonne partie des diabétiques de type 2 suivis par nous ici à Pointe-Noire qui sont sous insuline. Alors, juste quelques questions avant d'aborder le deuxième volet de notre entretien sur l'endocrinologie. Quel comportement adopter pour les non-diabétiques pour finalement ne pas arriver au diabète? Merci pour cette question. Elle est très pertinente, très intéressante. Vous savez que si ce que nous faisons aujourd'hui à travers les médias pouvait atteindre toutes les maisons, ce serait une grande chose. On a énuméré les facteurs de risque du diabète de type 2. Dire que le diabète de type 1, lui, il n'a pas de facteur connu. Il est presque inévitable. Si c'était prédisposé, on dira par Dieu, qu'un enfant fasse un diabète de type 1, il le fera. Inévitable. Donc lui, on le met à côté. Il ne concerne que 10%. Mais 90% de ces diabètes que nous disons type 2, les facteurs, on les connaît. L'antécédent familial. Si on est l'enfant de son père, on sera toujours l'enfant de son père. Ça, c'est inévitable. Vous voyez? Il y a l'âge. Chaque année, on prend une année de plus. Ça, c'est inévitable. Il y a donc des facteurs non modifiables. Et il y a des facteurs modifiables qui peuvent faire que nous évitions ce diabète. Si l'âge, on ne peut pas modifier, même si les Congolais naissent beaucoup de fois de nouveau avec des actes de naissance, on connaît combien, mais on a l'âge de ses artères. On est fils de son père, je l'ai déjà dit, mais si on a une surcharge pondérale, on faisait du sport, on peut régresser l'impact du diabète. Donc aujourd'hui, que nos femmes jouent au Nzango, c'est une bonne chose qu'elles continuent à jouer au Nzango. Ceux qui prennent de l'albière, qu'ils arrêtent parce que c'est pas bon, on prend du poids, on peut devenir diabétique. Ceux qui sont sédentaires en utilisant la voiture, laisser la voiture pour les urgences, marcher à pied, c'est une bonne chose. C'est comme ça que le diabète est en train d'exploser dans notre société, alors qu'il n'existait pas dans la société de nos grands-parents. Voilà des facteurs modifiables. Si on a la tension, on maîtrise bien sa tension, on peut aussi éviter la survenue d'un diabète. Donc, il y a ces facteurs sur lesquels aujourd'hui, nous, on peut bien influencer en mangeant bien beaucoup de poissons, parce que nous voyons dans nos marchés aujourd'hui, tout ce qui est gras, c'est bon pour notre langue, mais c'est ce qui est moins cher au marché, c'est ça qui nous donne du poids. On ne mange pas les légumes parce qu'on n'en cultive pas. Il faut cultiver les légumes et en manger à foison. Et les fruits aussi. Et les fruits. Celui qui mange le makwala à Pointe-Noire, quand il se compare avec celui qui mange la cuisse de poulet, il se dit pauvre. Non, j'aurais préféré moi manger le makwala et ne peut-être pas manger la cuisse de poulet. Donc voilà un peu des facteurs qui peuvent faire qu'on fasse diminuer l'impact du diabète de type 2. Quelle est finalement la réalité locale pour ce qui est de la prise en charge du diabète, plus précisément dans notre ville de Pointe-Noire? Bien, je crois que pour ceux qui suivent vraiment les médias, nous sommes déjà, depuis les 3 ans, que le service de diabétologie spécialisé dans un hôpital public existe. On s'est battu fort, on se bat. Le service, il existe, c'est un service de référence. Donc, il y a un spécialiste et il y a toute une équipe où la prise en charge spécialisée est optimale. Donc, on peut dire qu'à Pointe-Noire, la prise en charge du diabète n'est pas différente de celle du CHU de Brazzaville, où j'ai travaillé il y a 2 ans. C'est déjà bien qu'il existe un service spécialisé, mais il y a d'autres avancées. Nous, en 3 ans, on s'est battu et aujourd'hui, depuis mars 2003, le diabète de l'enfant, avec l'insuline qui coûtait 18 000 francs le flacon pour les parents, le diabète des enfants de Pointe-Noire qui ont moins de 23 ans est soigné gratuitement à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Ils ont droit à leurs médicaments gratuits grâce à certains partenaires étrangers qui nous ont aidés. Donc, les médicaments sont gratuits, les examens sont gratuits et l'appareil de glycémie pour contrôler la glycémie 2 fois par jour est donné gratuitement à ces enfants et ce sera pour une période de 5 ans. Voilà une petite avancée. Je dis une petite parce qu'il ne s'agit que de 50 enfants. Et c'est un peu discriminatoire parce qu'ils ont l'âge limite de 23 ans. Ceux qui ont 25 ans ne sont pas dans le programme là. C'est discriminatoire. Mais nous sommes à Pointe-Noire, capitale économique. Il y a plein d'entreprises. Ils nous écoutent. Ils peuvent nous aider encore à continuer pour que ceux qui ont 25 ans en bénéficient aussi. Parce que cette insuline qui coûte 18 000 francs, c'est carrément envoyer les gens à la mort.
D'aucuns arrêtent, d'aucuns sont déjà partis, on les a vus, parce que les parents n'arrivent pas. Une avancée en termes de prise en charge des enfants. Chez les adultes, on attend encore. On a certains partenaires qu'on a sollicités qui ont dit qu'ils pourront nous aider. Une autre avancée locale, on a mis en place ici à Pointe-Noire une association des diabétiques. Une association qui pourra faire que le plaidoyer soit optimum. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des partenaires extérieurs, que ce soit au niveau des entreprises privées de Pointe-Noire. Pour qu'on sache qu'il y a plus de 5000 diabétiques que le docteur Elenga a vu en plus de 3 ans ici. Ils sont nombreux. Plus de 5000. Je les ai déjà reçus. Plus de 5000. Ils sont nombreux. Et que les gens ont besoin de l'aide. Donc, je pense que si cette association existe, cette association s'organise encore timidement, mais on pourra au fur et à mesure faire que la voix se fasse entendre pour que le diabète devienne quelque chose où tout le monde peut lutter. Et voilà, vous le faites à travers les masses médias. Parlons à présent de l'endocrinologie qui est une spécialité très peu connue dans notre ville. C'est quoi l'endocrinologie? Bon, alors l'endocrinologie, très peu connue. Hein. Elle est très peu connue, peut-être pas seulement dans notre ville. Hein. Je crois qu'elle n'est pas connue par les Congolais, pas dans notre ville. Il y avait déjà il y a un endocrinologue en dehors de moi, il y a un endocrinologue qui n'exerce plus en public, mais qui a exercé bien avant moi. Et je crois que lui aussi, il a eu peut-être moins de consultations spécialisées d'endocrinologie. Moi, j'ai toujours aimé qu'on me présente comme endocrinologue et non pas comme diabétologue. Parce que l'endocrinologue est diabétologue. L'endocrinologue est diabétologue. C'est-à-dire... Parce que dans l'endocrinologie, donc, nous soignons les maladies des hormones, des glandes. Et le pancréas, c'est une glande, d'où le pancréas qui a ce problème d'insuline est une glande qui s'intègre dans l'endocrinologie et le diabète est une maladie endocrinienne, métabolique si on veut dire. Mais on nous présente beaucoup plus comme les diabétologues et c'est comme ça que les gens peuvent avoir des problèmes d'endocrinologie, ils ne savent pas. C'est une vieille spécialité quand même, 150 ans, plus de 150 ans que ça existe l'endocrinologie. C'est une spécialité qui a beaucoup de prix Nobel de médecine. Je peux vous dire, tous ceux qui ont découvert les hormones ont eu les prix Nobel. Celui qui a découvert l'insuline, il était plus jeune que moi quand il a découvert. Et il a eu un prix Nobel de médecine. Et moi j'appelle, je l'appelle quand même pour les diabétiques qui étaient insulinodépendants, je l'appelle souvent le messie des diabétiques. C'est quand même un messie des diabétiques. Parce que tant qu'on ne les piquait pas les insulines, tous mouraient, les types 1. Et c'est lui qui a découvert ça, c'est un Canadien. Et pourquoi vous dites que cette spécialité est peu connue alors que vous avez bien dit qu'il y a eu avant vous un endocrinologue? Parlant spécifiquement des pathologies endocriniennes, beaucoup de gens n'y vont pas souvent à temps. Parmi les pathologies où on voit souvent les endocrinos d'une façon express, c'est les maladies de la thyroïde, les goitres. Donc c'est ce que nous gérons beaucoup aussi avec les amis ORL qui souvent prennent en charge du côté chirurgical. C'est ça beaucoup plus. Donc on peut dire que dans mes consultations, 99,9% c'est le diabète, mais 0,1% c'est les goitres. Alors que l'endocrinologie, c'est les hormones. Donc, il n'y a pas que la thyroïde, il y a les gonades, donc les ovaires, il y a les gonades chez l'homme, les testicules qui sont des glandes. Tous les problèmes qui sont liés à ces glandes-là peuvent faire l'objet d'une consultation chez un endocrinologue. Un couple qui ne conçoit pas, on dit couple infertile. Monsieur, madame ne conçoivent pas. Ils sont partis chez le gynécologue. On a regardé madame, ainsi de suite. On peut aussi voir un endocrinologue pour que lui regarde les hormones. On peut ne pas concevoir quand on a un problème des hormones. Les problèmes de croissance, j'en ai reçu, j'en reçois encore. Les enfants qui ne grandissent pas bien. Il est né, les petits frères et les grands frères sont très élevés, mais lui, il est resté très petit. C'est un problème endocrinien. Il y a d'autres problèmes chez les femmes, les aménorrhées, une femme qui ne voit pas des menstrues. Ça peut ou ne pas être seulement gynécologique, ça peut être endocrinien. Et donc, si les gens qui nous voient, qui nous écoutent, pouvaient savoir qu'il y a un endocrinologue à Pointe-Noire, passer aux consultations spécialisées d'endocrinologie, si et seulement si on remarque ces problèmes-là. On a des femmes qui poussent la barbe, qui sont velues, et donc elles produisent des hormones des hommes. C'est un problème endocrinien. Et elles ont souvent des problèmes de conception, ces femmes-là. Elles peuvent voir un endocrinologue. Et donc, si l'endocrinologie reste encore très peu connue, c'est parce qu'elle n'est pas vulgarisée. Est-ce que c'est le moment?
J'espère bien. C'est vrai, docteur, nous comprenons que cette spécialité est peu connue, mais avec tout ce que vous dites, certainement que ça va changer. Mais est-ce que vous pouvez donner les détails, c'est-à-dire exactement à quel moment peut-on aller voir un endocrinologue? Bien, donc je crois que tout ce que vous voyez dans la rue avec des goitres, c'est-à-dire le cou un peu enflé, c'est des gens, s'ils ne vont pas chez les ERL d'emblée comme ils le font souvent, ils doivent voir quand même les endocrinologues. Le goitre, c'est une maladie qui est due à l'augmentation de la thyroïde. Et dans notre zone du Congo, le goitre peut avoir aussi un aspect endémique, c'est-à-dire que tout simplement parce que parfois on ne peut pas consommer beaucoup d'iode dans notre sel, et on peut voir ce goitre-là, qui est un goitre qui, parfois, quand il vient chez moi en consultation, d'emblée, je dis, ça c'est voir l'ORL qui est le chirurgien qui doit opérer pour enlever ça parce que ça fait un défaut cosmétique. Mais il y a des goitres hypothyroïdiens et des goitres hyperthyroïdiens. Et ça nécessite la prise en charge d'un endocrinologue. Donc le cou enflé, le goitre là, venez chez un endocrinologue. Le couple, j'ai eu un cas d'une demoiselle qui n'a pas de menstrues depuis 9 ans. Mais c'est en me voyant que je lui ai posé le diagnostic final d'une ménopause précoce. C'est une ménopause précoce à 32 ans. Parce que j'ai fait le bilan des hormones. J'ai vu que les hormones, il y a d'autres qui sont très diminuées, il y a d'autres qui sont très élevées. Et biologiquement, si on peut dire, on veut dire là qu'on a des examens biologiques d'une personne qui est en ménopause. Et donc j'ai dit, 9 ans sans menstru, peut-être que ça ne sert pas de courir à gauche, à droite, mais il s'agit là d'une ménopause. J'ai parlé des troubles de la croissance, les enfants qui ne grandissent pas. J'ai eu un cas très intéressant. On est venu me voir, docteur, on nous a envoyé chez un endocrinologue parce que l'enfant ne grandit pas. Et pourtant, en faisant tout le bilan, on a diagnostiqué un cas assez rare. C'est une demoiselle qui n'a pas d'utérus. Et comment j'ai pensé? C'est parce que j'ai vu que cette demoiselle qui, à 17 ans, doit enchaîner sa puberté, n'a pas enchaîné une puberté. Elle n'a pas de puberté. Donc, elle n'a pas de sein, elle n'a pas de menstru. Et là, l'endocrinologue commence à regarder les gonades. On a fait l'échographie. À la fin, on a trouvé qu'elle n'a pas aussi d'utérus. Mais quelles peuvent être les causes de ces problèmes hormonaux? Est-ce que c'est l'hérédité? Est-ce que c'est des problèmes d'infection? Quelle en est finalement la cause? Plus que l'hormone, elle circule dans le sang. Aujourd'hui, c'est des maladies, on peut dire un peu liées à l'environnement, environnementaux. Hein? Nous ne vivons pas dans un environnement sain. Hein? Tout ce que nous dégageons, aujourd'hui on parle de la pollution et tout, ça peut avoir une certaine répercussion sur le système endocrinien. Ça peut avoir une certaine répercussion. Et c'est comme ça qu'on peut développer des maladies, soit des goitres et tout. Mais en dehors de ça, il y a parfois des traitements qu'on a eus, hein, des irradiations. Quand on a eu des irradiations, si on vous a irradié le pelvis, on peut avoir touché vos gonades et on peut créer un problème endocrinien. Il peut y avoir des traumatismes. Les enfants qui sont nés avec des traumatismes, par exemple, à l'accouchement, on l'avait extrait difficilement, ou bien un enfant qui, à son enfance, s'est cogné la tête avec évanouissement, peut avoir aussi un problème de l'hypophyse, qui est l'une des glandes les plus importantes dans notre corps. Donc, et après, on peut faire parfois une tumeur de l'hypophyse, parfois on peut faire donc, une absence de menstru, une améliorée. Donc, une femme qui n'a pas de menstru ne doit pas seulement aller chez le gynéco. Je ne pense pas. Venez chez les endocrinologues parce que nous, dès que je les reçois, c'est les hormones. Je regarde toutes les hormones possibles et je commence à interpréter. Si c'est normal, alors le gynéco, c'est sûr qu'il a déjà regardé au niveau de ses trompes, puisque très souvent on dit « Ah, les trompes sont bouchées ». Et c'est là on dit « Ah, il ne conçoit pas parce que les trompes sont bouchées ». Et je parie que beaucoup de gens qui disent que leurs trompes sont bouchées, peut-être qu'ils ont des problèmes endocriniens. Peut-être. En dehors de ça, j'ai diagnostiqué des maladies assez rares aussi, la maladie d'Addison, qui est donc le fait que les glandes surrénales ne fonctionnent plus bien. Et c'est quoi la manifestation? Fatigue tous les jours. Fatigué, on se réveille pas, on est hyper fatigué. On peut noircir, on devient un peu plus noir qu'avant, on est des noirs, mais on devient encore plus noir et c'est parfois visible. J'en ai vu ici, où j'ai pris la photo ancienne, je compare avec la nouvelle photo, vous voyez que la personne a changé de teint. On appelle ça la maladie du bronzé, ou encore maladie d'Addison. Mais c'est une maladie endocrinienne, qui est très peu diagnostiquée. Je suis déjà au moins à 2 ou 3 personnes que j'ai diagnostiquées ici à Pointe-Noire.
Au CHU, j'en avais diagnostiqué au moins 9. Ça court par les rues et pourtant ça existe. Et pourtant ça existe. J'ai eu la consultation de cette demoiselle qui a 16 ans, fait une petite taille et ça a inquiété les parents. Mais le problème avec nos maladies, que ce soit dans toutes les spécialités, c'est savoir prendre une consultation à temps. Parfois on a attendu, on vient en retard. Et quand on vient en retard, parfois on a des l'irrécupérable, on peut le dire. Je me rappelle de cette patiente aussi qui est venue pour un problème d'une hypothyroïdie. La thyroïde ne fonctionnait plus bien, ne donnait plus normalement ses hormones. Mais elle a omis de me dire, docteur Elenga, je ne vois plus mes menstrues depuis quelque temps. Ça, elle ne me l'avait pas dit. Et quand on s'est mis à soigner son hypothyroïdie, eh bien, quand elle est venue à son contrôle, elle dit, docteur, mais je ne voyais plus mes menstrues. J'ai repris avec les menstrues. L'hypothyroïdie peut être la cause d'une aménorrhée chez les femmes. Une femme qui n'a pas accouché, qui a le lait qui coule, c'est un problème endocrinien. Oui, ça existe, elles sont là. Ouais. Elle dort la nuit, elle se réveille, le soutien mouillé, elle n'a jamais eu la grossesse, elle n'a pas d'enfant, mais le lait coule. On voit les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est un problème endocrinien parce qu'elle sécrète beaucoup l'hormone qu'on appelle par la prolactine. Et cette hormone peut être aussi à l'origine des troubles menstruels, donc d'une aménorrhée. Quand la prolactinémie est élevée, on n'a pas les menstrues. Donc voilà, et j'en ai reçu, hein. Mais le diagnostic final, c'est des tumeurs dans l'hypophyse. Donc je pense que il y avait un endocrinologue, il existe toujours. Les gens ne connaissaient peut-être pas les consultations endocrinologiques. Revoyez des endocrinologues pour ces cas précis. C'est très très intéressant. On peut parfois rattraper à temps chez les demoiselles qui peuvent encore être à l'âge de concevoir. Si elles ne concevaient pas, peut-être un traitement peut faire qu'elles reprennent avec ses menstrues et elles attrapent un enfant. Donc, et j'en ai eu. Vous voulez dire que la stérilité aussi fait partie des maladies? La stérilité, oui. La stérilité, quand on a un couple infertile qui consulte, on a l'endocrinologue, on a le gynécologue qui sont là. Les deux doivent collaborer. Le monsieur peut être stérile parce qu'il n'a pas de testostérone. Eh bien, c'est l'endocrinologue qui va diagnostiquer ça. Cette demoiselle que j'ai reçue, qui est venue pour l'hypothyroïdie avec le lait qui coulait, quand on a mis le traitement, elle a repris ses menstrues. Elle a eu l'enfant. Elle a eu son enfant. Donc voilà les problèmes qui sont dans notre société. L'impuissance sexuelle, comme les gens le disent, hein, ça peut être un problème endocrinien. Il y a des hommes qui ont des seins. On appelle ça la gynécomastie. C'est un problème endocrinien. Un homme qui a un sein qui sort d'un côté, des deux côtés, c'est un problème endocrinien. Un homme impuissant sexuel, c'est-à-dire qui ne peut pas avoir une érection normale pour qu'il fasse un acte sexuel normal, ça peut être un problème endocrinien. Donc voilà une grande spécialité, mais qui est restée un peu encore pas connue par le Congolais lambda. Mais bon, on essaie de marteler. On en reçoit déjà, j'ai quand même des consultations d'endocrinologie, mais ce n'est pas tous les jours. Par rapport à là où nous étions formés, on pouvait dire que c'était 60-40. Nos consultations, c'était 60% du diabète, 40% des cas d'endocrinologie. Mais ici, c'est 99-1. Docteur, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais avant de nous séparer, un message de cœur à cœur pour la population qui vous suit maintenant. Merci. Donc, en termes de dernier message, puisque nous avons parlé en long et en large du diabète, c'est pour dire que le diabète, aujourd'hui, qui parle de soi dans notre société, est une maladie qu'on peut éviter. On peut éviter. Ou bien peut-être le retarder. Parce qu'il est devenu une maladie de plus en plus des jeunes. Donc si je dis retarder, je dis souvent avec mes infirmières, je préfère avoir mon diabète à 80 ans. Mais pas à 40 ans, parfois c'est trop tôt. Trop tôt parce qu'il y a des facteurs qu'on a énumérés dans notre émission. Et donc si on peut retarder, c'est bien vivre. Les Européens ont compris, surtout pour les chaînes françaises, on nous dit manger, bouger. Que tout le monde fasse du manger, bouger. Manger et bouger pour que votre poids soit toujours normal. Faites des glycémies chaque fois que vous le pouvez pour savoir si j'ai le diabète ou pas avant que ce diabète-là ne vous emmène à un coma. Ceux qui sont prédisposés par les parents, faites une activité physique régulière. Faites beaucoup de sport, mangez bien. On peut retarder le diabète. À lieu qu'il arrive, parce que le plus jeune qui a le type 2, alors que je dis qu'il commence à 40 ans, le plus jeune de Pointe-Noire que j'ai diagnostiqué avec le diabète de type 2 à 15 ans. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Donc, connaître les signes du diabète, quand je me réveille beaucoup, je dois aller à l'hôpital. Quand je me réveille beaucoup pour pisser, je dois aller à l'hôpital peut-être pour regarder la glycémie.
J'ai une plaie qui ne cicatrise pas, je vais regarder la glycémie. Je suis diabétique, je ne suis pas bien suivi, je dois avoir un bon suivi. Ce suivi-là, ce n'est pas obligatoirement chez les spécialistes. Tout médecin est habilité à prendre en charge un diabétique. C'est possible. Parce qu'on a dit, les conséquences sont fâcheuses. Et ces conséquences sont irréversibles. Quand on a fait un AVC, on devient paralysé parfois, on ne peut plus se mettre debout et c'est grave. Or, on peut éviter. Donc ceux qui sont connus, qu'ils se soignent bien, ceux qui ne sont pas connus, qu'ils évitent, ceux qui sont prédisposés, qu'ils évitent encore. Donc tout dans le contexte du bien vivre. Manger bien, bien bouger. Pour le problème d'endocrinologie, qu'il y a un endocrinologue, peut-être pas un seul, qu'il y a des consultations spécialisées d'endocrinologie qui peuvent aider nos patients, patientes pour optimiser la prise en charge. Quand il y a des problèmes comme problème de conception et qu'on fasse une consultation, on a un traitement, on a un enfant, on dit Dieu soit loué. Mais il s'agissait de faire une bonne consultation au moment opportun. Que cela ne soit pas fait en retard. Donc, que le Congolais connaisse qu'il existe l'hôpital où on peut voir un médecin, spécialiste ou pas, qui peut me consulter pour me faire soigner. Les traitements, on dit, ils existent, hein, traditionnels ou pas. Je ne suis peut-être pas contre, mais jusqu'alors, je reste encore convaincu de ce que nous disons en science, l'evidence-based science. Donc, la science qui est basée par des preuves. Tout ce que nous disons là, le diagnostic a été fait par des preuves et on a étudié ça et on connaît. Docteur, merci. Merci beaucoup. C'est par ces propos que nous mettons un terme à notre entretien qui a porté sur le diabète. Plus d'infos sur canal-7.net.